Bonsoir à toutes et à tous. Petit peu de retard parce que j'ai encore commencé. Enfin, on était encore sur un autre stream du Catch à Cast. Pour ceux qui découvrent Death Podcast, donc c'est un ensemble de podcasts dont sur la pop culture, dont un sur le catch. Et en l'occurrence, donc on a fait un live assez chouette et épique de 2 heures sur le catch en temps de confinement. Je vous invite, si vous voulez découvrir un petit peu plus en avant et que vous n'êtes pas familier ou familière avec l'univers des podcasts, à faire un petit point d'exclamation des ZP, comme je viens de le faire. Et vous avez toutes les infos qu'il vous faut, qui s'affichent. Comme ça, vous êtes bien. On va commencer dans une petite minute, le temps que les gens s'installent, que s'il y a besoin pour les habituer de se saluer entre eux. Moi, je suis pour la dimension sociale. Encore plus avec cette proposition de chat, même si ça reste la socialisation à distance. Et on va bien entendu commencer. Alors je vous rappelle quand même, pour ceux qui arrivent, ceux et celles qui s'installent, que si vous le souhaitez, vu que nous sommes maintenant plutôt au point d'un point de vue technique, j'ai envie de dire, qui est tout à fait possible de participer aux émissions. Donc si on peut trouver une recommandation en commun, c'est tout à fait envisageable en me contactant, que nous ne connaissions ou pas, de pouvoir participer. Donc ne soyez pas timide, moi ce sera avec grand plaisir et je pense que ça enrichira les échanges. Alors je vois qu'il y a quand même un certain nombre d'entre vous. Est-ce que vous m'entendez du coup? Super. Merci beaucoup Sushi et bonsoir à toi. Je suis désolé parce que pendant le live j'ai eu une tétrapelleté de messages. Je répondais juste dans des facteurs d'urgence quand même, histoire de rester social. Bonsoir donc à toutes et à tous. Et on est parti. Alors nouveau petit setup, parce qu'on avait un petit install un peu catchesque. Je vous ai retiré les petits t-shirts et trucs à référence peut-être un peu trop niche. Ils disent que je rajuste mon bonnet, il n'y a pas de raison, il faut rester coquet.
il y en a peut-être qui sont un petit peu éloignés parce que mine de rien, je vous vois assez en nombre sur le chat. Donc Gabora, infidèle. Enfin, un, plus loin, infidèle, et non pas infidèle. Qui me répond? Eh ben, on va commencer, comme qui dirait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ou l'appétit vient en mangeant selon, en tout cas, les lieux communs bateaux pour vous dire qu'on va commencer, et puis les gens, évidemment, interviendront progressivement au besoin. Alors, je vais vous parler aujourd'hui plus que d'une recommandation culturelle. Alors, attendez, excusez-moi, c'est juste un petit côté un peu... ça me dérange pas que ce soit visible, mais je trouve que l'interrupteur lumière dans le cadre... Ah, et en plus, c'était pas très clair aussi au niveau de la... Ah, c'est dommage, je me dis qu'il y a une jolie oreille, mais pourquoi est-ce que... a du mal à tenir. Et les mèches rebelles et les oreilles rebelles. Bon, bref. Ouais, tout à fait. C'est un t-shirt de catch d'un catcheur que j'aime énormément qui s'appelle Daniel Bryan. Et pour anecdote assez ironique pour moi comme pour lui surtout, c'est qu'au moment où alors ça faisait quelques années que je m'étais déjà remis au catch et dans la foulée après est née donc l'émission du Catch à Cast, qui était une des émissions de Death Podcast. Et quand j'ai commencé vraiment à m'y remettre, je suis vraiment tombé amoureux de ce catcheur-là, que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Qui est capable vraiment qui a été capable de catch humoristique, d'avoir un personnage humoristique comme hyper intense en termes de combat, qui a eu tout un parcours par des fédérations indépendantes avant, enfin au Japon et ailleurs. Et malheureusement, il y a eu une espèce d'ascension complètement folle de ce personnage, de ce catcheur, et il a été rattrapé par un pépin de santé parce qu'il a eu on va dire, une blessure qui l'a empêché de catcher pendant 2-3 ans au minimum. Donc pile poil au moment où j'étais. Et l'ensemble de la planète catch était à fond de balle derrière lui. Donc voilà, c'était bien dommage. Mais il est de retour, donc c'est l'essentiel. Et surtout, sa santé apparemment est plutôt stabilisée. Donc c'est surtout ça, et comme il faut toujours le rappeler, un peu l'essentiel. Puis je trouvais que par le temps qui court, ce t-shirt là, c'est un peu le truc adapté à la situation, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, oui, je vous annonce qu'on va commencer, donc on va pas faire inutilement long. Pour ceux qui découvrent, évidemment, vous avez le point d'exclamation DZP pour tout ce qui est les infos des podcasts. Vous avez le point d'exclamation MIFA, c'est pour toute la famille des podcasts, donc tous les gens qui œuvrent aux émissions, qui font que toutes ces émissions existent. Il y a eu notamment un live hier avec Olivier et Amir sur Viens, on en parle. Tchoup, juste tout là-bas. Il y a eu aujourd'hui une émission sur le Catch à Cast tout à l'heure dont je vous parlais. Et voilà, donc tout ça c'est possible avec des gens. C'est un peu la famille des podcasts et vous retrouvez en faisant un petit point d'exclamation MIFA. Et puis les copains, copines de podcasts et de talents en règle générale qui ont des chaînes YouTube, autres, ce que vous voulez. En tout cas, des gens que j'apprécie avec un petit point d'exclamation POTO, P-O-T-O, sans S. Et enfin, un petit point d'exclamation RECO, R-E-C-O, pour les petites recommandations de gens que je découvre ou que je connais peut-être d'un peu moins proche, que j'ai pas forcément rencontré ou quoi aux caisses, mais qui ont des sites tout à fait plus qu'honorables et plus qu'intéressants. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on va pas parler d'une recommandation en particulier, mais plutôt on va partir d'une personne avant d'étendre à des choses sur lesquelles travailler, enfin
deux en particulier. On va dire il y a une recommandation plus une recommandation cachée. Mais vous commencez à me connaître, je suis un peu adepte du fonctionnement à tiroir. Cette personne, donc c'est Mark Maroon. Mark Maroon, qui est un super acteur et également un comédien, comédien au sens américain, un comédien, ce qu'on appellerait chez nous de manière un peu réductrice un humoriste, qui fait du stand-up et qui est aussi en plus podcasteur et dont le podcast, je crois, s'appelle est-ce que c'est pas What the fuck Mark ou quelque chose comme ça. Je vais vous retrouver ça un instant. En un instant, pardon, c'est plus français. Oui, c'est ça, tout ça en ce moment, WTF, donc What the fuck, with Mark Maroon. Donc voilà, c'est un acteur, comme je vous disais à l'instant, que j'apprécie énormément. C'est pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que il est, comme je vous le disais, il fait du stand-up, et c'est plus de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais je vous fais il y a un côté un peu limite quatrième mur planqué, Inception référence dans Death Podcast. Je ne vous parlerai que d'un seul en détail de ces stand-up parce que il y a des possibilités qu'on parle du second qui est le dernier en date à l'occasion de comment on appelle ça d'un live Death Podcast qui serait dédié à la question. Donc voilà, simplement vous dire que soyez patients, j'en parlerai à l'occasion, mais aujourd'hui je vais uniquement vous parler d'un de ces spectacles de stand-up. Donc Mark Maroon qui a joué également, je vous en parlerai un petit peu plus tard, dans la série Glow, qui a un rôle formidable effectivement dans la série Glow, et qui voilà, qui est quelqu'un moi que j'ai découvert un peu sur le tard, donc plus beaucoup, ouais, ça parle de capillarité, et bonsoir à toi Yeti. Donc je parle de Mark Maroon qui est acteur et comédien humoriste, et donc aujourd'hui je vais vous parler de son spectacle, donc le précédent, le pénultième, oulala j'ai du mal, c'est ça de vouloir utiliser des termes un peu trop pointus, donc qui s'appelle Too Real, qui est évidemment, sinon je vous en parlerai pas, ce serait pas drôle, qui est très très drôle bien sûr, et je me suis rendu compte avec le recul consciemment et inconsciemment qui est pas mal en écho avec ce que suscite, je pense, ce confinement, c'est-à-dire beaucoup de questionnements, je pense, sur nous-mêmes. C'est difficile de rester, je dirais, totalement sans se reposer des questions en tout genre sur soi, sur plus ou moins existentiel, sur son fonctionnement de vie, enfin voilà, sur plein de choses. Et justement, Too Real, déjà son titre est assez emblématique, hein, je dirais, voilà, trop réel si on fait une traduction vraiment sauvage, dans le sens de quelque chose peut-être d'un peu trop frontal. Et il y a une phrase que répète beaucoup Mark Maroon pendant ce spectacle, qui tourne avec une drôlerie folle, ce qui est difficile vu que c'est quand même quelque chose d'assez existentiel, d'assez délicat. I don't know how many time I don't know how much time I have left. Ça veut dire je sais pas combien de temps il me reste, sous-entendu, à vivre. Donc l'idée c'est un peu cette réflexion de se dire je sais pas combien de temps il me reste, donc quelle posture j'adopte. Est-ce que je me dis je gâche pas le temps qui me reste sur cette terre? Est-ce que YOLO? Est-ce que je me remets en question totalement? Est-ce que le temps, les choses, les gens sont précieux? Voilà, donc il y a tout ça qui se mélange de manière très très mixte dans ce stand-up de Mark Maroon, qui, comme vous pouvez le voir assez rapidement via le visuel, est disponible donc sur Netflix. Ça m'agace toujours ce petit entre-deux qu'il y a entre la chatbox et l'illustration. Donc soit l'illustration mange trop, je suis désolé, hein, je fais là complètement n'importe quoi.
soit pas assez. Bref, c'est pas grave. Et voilà, j'aime beaucoup ce spectacle pour ça, ce stand-up pour ça. Il me fait beaucoup penser à un autre stand-up sur lequel je resterai évasif, puisque ce sera le sujet d'une émission, d'un podcast qu'on va lancer quand le confinement se terminera, peut-être même avant, qui va parler justement de comédie en règle générale. Et le spectacle auquel je pense, c'est Three Mics, donc trois micros, d'un humoriste qui s'appelle, je crois que c'est Neil Graban, si j'écorche pas son nom, je vais vérifier ça de ce pas, je m'en voudrais énormément. Et lui, alors lui, c'est aussi la construction d'espace, Brennan, excusez-moi, Neil Brennan, le spectacle s'appelle Three Mics, et voilà, encore une recommandation entre guillemets planquée, l'air de rien. Tout ça pour vous dire que il y a ce côté très métaphysique, et aussi je pense que c'est particulièrement lié au fait que ce sont des personnes faisant du stand-up qui ont un certain âge. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des genoux, parce que majoritairement, mine de rien, alors on va me contredire, hein, mais la scène qui cartonne pas mal en France, comparativement à la scène plus anglo-saxonne, plus américaine, il y a des exceptions, évidemment, je n'érige pas ça en, en vérité absolue. Et ben on est plus quand même dans davantage dans les fins de trentaine, mi-trentaine, et voire quinquas, que jeunes trentenaires, concernant la scène française, qui est, moi je trouve, globalement très jeune. Très jeune, et ça se ressent aussi dans l'humour, hein, tout simplement, moi je trouve. Il y a quelque chose qui fait... tandis que je ne sais pas pourquoi, mais OBS m'a fait switcher, c'est pas grave, hein, sur l'habillage de jeu Game, moi non plus, mais c'est pas grave. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose qui, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais qui manque de maturité dans une optique où on sent que ça dépend lesquels, hein, il y a toujours des exceptions, mais on sent que la plupart des humoristes de la nouvelle vague, on va dire, du stand-up français, même si je préfère toujours le terme seul en scène, à titre perso, pas par chauvinisme, mais je l'ai dit ailleurs aussi, cette histoire-là, je radote, c'est que moi, à part des personnes comme, par exemple, Blanche Gardin, j'ai pas des tonnes d'humoristes français qui me font vraiment ressentir quelque chose qui va me parler d'un point de vue, entre guillemets, existentiel. C'est globalement très drôle, là-dessus il n'y a aucun souci, que que les situations soient cocasses, que même parfois les propos. Quelques petites exceptions, il y a peut-être Haroun aussi, qui lui avec un angle assez politisé. Il y a Pierre-Emmanuel Barré dont je parlais hier, mais qui est pas forcément un super régulier du stand-up. Excusez-moi pour la petite secousse sur le pied de caméra. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup, et c'est vrai que chez les anglo-saxons, c'est plus fréquent. Un Ricky Gervais, un Mark Maroon, un Louis C.K. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais je sais qu'il est plus trop en note de santé depuis les casseroles qu'il a au cul, ou même dans le même registre, un Aziz Ansari, avec aussi les soucis, les accusations qu'il a pu avoir, et qui ont été transmises médiatiquement. Voilà. Et là, Mark Maroon, c'est typiquement emblématique de ça. C'est un spectacle vraiment pas crise de la quarantaine, mais vraiment globalement une crise existentielle, ramenée aussi à une crise du comédien lui-même. C'est-à-dire tout ça s'est dilué dans qu'est-ce que j'en fais par rapport à mon métier. Et il développe par exemple tout ce trip, par exemple, qu'on va plus retrouver dans les interviews chez les stand-uppers français, de ce côté de la prise de notes, par exemple. Il parle de la prise de notes qu'il a, qui est hyper, à la limite, alors j'aime pas le terme parce qu'il est galvaudé, mais c'est une expression que j'utilise souvent, que les termes sont galvaudés, mais c'est vrai, à la limite du compulsif, où il prend des notes tout le temps. Et lui, il explique qu'il est vieille école, il prend des notes en mode post-it.
et il prend même des notes en mode post-it quand il est en bagnole, au point de se dire mais je sais, je suis conscient, je mets ma vie, je risque ma vie, voire celle des autres, en prenant des notes. Et c'est intéressant de souligner aussi ce côté. Très souvent en France, il y a un côté, on va dire, ah, si c'est formidable quand même, il y a une mise en avant des gens du stand-up, de leur névrose, quel courage. Alors, je dis pas pour la mise en avant effectivement de leur vie personnelle, de leur névrose, mais j'ai l'impression quand on utilise le terme courage, c'est un peu fort. Moi, je trouve que c'est plus souvent soit une mise en avant d'un parcours de vie qui est un peu cocasse, plus que une mise en avant vraiment de quelque chose de profondément existentiel. Et ça, en France, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup. Ou alors, ça va être encore de manière très légère. Par exemple, il y en a deux qui font ça très très bien et que j'aime beaucoup. C'est Navo et Kian Kojandi. Navo, Kian Kojandi, donc, qui sont les deux personnes derrière la série Bref, la série Bloqué, ou encore Serge le Mito, et qui récemment, donc, derrière le spectacle Pulsion, qui est disponible d'ailleurs gratuitement en ligne sur YouTube, ça reste, on va dire, du névron. C'est bête ce que je veux dire, parce qu'on est sur un truc, on est censé rire. C'est un peu ça le problème pour moi aussi, la dictature du rire. On est sur du névrolol. Kojandi, par exemple, je trouve qu'il y a eu une vraie évolution depuis Bref dans son spectacle Pulsion, parce que il met en avant, par exemple, son rapport aux difficultés assez fortes et marquées, mais de manière assez subtile, du décès de son père, ou de ce qu'il a traversé à titre personnel au-delà du décès de son père, d'un point de vue vraiment perso, d'une modification, le rapport au succès, etc. etc. Et c'est vrai que c'est très récent, hein, vous me direz, on est dans une bulle qui a même pas 5-10 ans, et qu'avant on sortait sur des gens un peu très dans l'autocélébration, même s'il y a eu des périodes où j'ai pu évidemment apprécier, mais comme un Gad Elmaleh qui était beaucoup plus dans des problèmes un peu, même plus pays riche, mais problèmes de star parlant de lui-même en tant que star. Enfin, ça s'est beaucoup vu avec ce côté, t'as vu, maintenant je suis dans les late shows, puis en France, mais aux États-Unis, j'ai mon truc sur Netflix ou machin, enfin, qui d'ailleurs, mes excuses au au Gad Elmaleh des premiers temps qui me faisait rire, mais qui est excessivement malaise, si je puis dire. Excusez-moi, j'ai perdu de vue le chat là-dedans. Yeti qui me dit eh ben c'est très bien, tu soulignes des gens intéressants, enfin en tout cas un des deux, Thomas Wiesel et Gaspard Proust, très drôle si on prend en compte que leur spectacle. Je suis d'accord, je reviendrai sur des points de détail quand même. Gabora qui me dit l'humour anglo-saxon est aussi beaucoup plus habitué à ce genre de réflexion personnelle sur scène. Ouais, et puis je pense que c'est les Américains et les Anglais, c'est pour ça que j'utilise vraiment le terme comédien, qui est, je crois, plus américain qu'autre chose, mais comédien, ça va vraiment englober, et c'est pas par snobisme anglo-saxon, ça va vraiment englober toutes les facultés sur scène. Ça va englober vraiment autant le fait de faire un seul en scène que d'être acteur, que d'être éventuellement chanteur, danseur, si vous l'êtes, et d'intégrer tout ça. Alors je dis pas que ça n'existe pas en France, hein, mais en général, il y a quand même une majorité où c'est très faiblement représenté, ou alors c'est des épiphénomènes. Il y a eu le moment où Florence Foresti a eu cette lubie comme ça d'aller vers un truc plus comique, enfin registre cabaret, etc. Et ça, voilà, c'est un héritage. C'est pour ça que moi j'aime bien le terme seul en scène. Pas par chauvinisme, mais parce qu'il y a un héritage en France, hein, de la comédie, des artistes, du musical, des choses comme ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on l'a un peu perdu de vue, ou alors c'est un peu amené de manière un peu ringarde, ou quand l'artiste a envie de se créer une nouvelle vibe. C'est pour ça que j'étais un peu mitigé pour Florence Foresti, parce que elle s'est payé un kiff, on est d'accord, mais c'était un peu un truc, bah voilà, je ramène le truc comme ça, bête de scène, et bon, il y a des trucs qui sont réussis, mais voilà. Je reviens donc sur les cas Gaspard Proust et Thomas Wiesel. J'aime beaucoup Thomas Wiesel, davantage que Gaspard Proust. Gaspard Proust, je trouve que dans le temps, il y a
il y a une dimension, alors c'est un mec qui est d'une érudition rare, hein, c'est quelqu'un qui est très cultivé, ça y a aucun souci, comme le sont aussi beaucoup d'autres gens dans le stand-up, notamment Thomas Wiesel. Mais je trouve qu'il y a, chez Gaspard Proust, il y a, alors c'est un personnage, hein, évidemment, il en joue, mais j'ai l'impression qu'il s'est vraiment enfermé dans cette dimension, pas simplement blasé, mais tiens, euh, pauvre plébéien, pauvre individu de la plèbe, prends-toi mon savoir, prends-toi cette réalité bourgeoise que je connais, que je maîtrise et que je te balance à la gueule. Je trouve qu'il y a... c'est assez impudique, là où un Thomas Wiesel, je trouve, est un peu dans le même registre, mais c'est beaucoup... c'est beaucoup moins frontal et c'est beaucoup moins... T'as vu, je sais des trucs, je suis futé. Après, c'est un personnage, hein, évidemment, mais j'ai un peu du mal dans ce registre de Gaspard Proust qui m'a un peu vite, je dirais, lassé. Pour continuer sur ce qui était dit, donc Gabora qui me dit aussi, d'ailleurs les meilleurs comédiens anglo-saxons sont généralement profondément dépressifs et c'est ce qui nourrit leur œuvre. Jim Carrey, Robin Williams, Louis C.K. Oui, alors ça après je t'avoue Gabora, très sincèrement je pense que c'est une évidence. C'est une évidence que en général quand tu vas dans le registre comique, très souvent une énergie du désespoir, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que je suis un peu saoulé quand on mentionne à chaque fois dans les interviews, c'est fantastique, vous nourrissez de votre névrose. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon, c'est un moteur d'inspiration pour nous tous, même sans qu'on fasse du stand-up, hein. Je veux dire, on s'en nourrit, on le sublime de manière plus ou moins différente. C'est simplement que ces gens-là en font leur métier. Je suis désolé. Donc ça, c'est un peu la facilité, moi, je trouve, ce côté... Alors oui, par contre, je suis d'accord sur un point que je vais préciser. Il y en a qui sont beaucoup plus écorchés vifs. Tu as pris deux exemples qui me tiennent très à cœur, qui sont Jim Carrey et Robin Williams. Il y en a qui sont beaucoup plus, entre guillemets, écorchés vifs et concrètement, hein, parce qu'on sait qu'ils ont fait très régulièrement pour les deux, enfin en tout cas je sais pour Jim Carrey c'est certain, des séjours en psychiatrie, parce que c'est un homme qui va franchement mal et ça se voit quand c'est d'un point de vue de son visage. Je pense aussi à des personnes comme Matthew Perry, qui jouait le personnage de Chandler, par exemple, dans Friends à l'époque, et lui, ça se voyait physiquement. Il a eu beaucoup d'effets yo-yo au niveau du poids, ça se voyait sur sa tronche quand il allait pas mal. Quand il allait mal, mon lapsus, c'est pas mal. Voilà. Louis C.K. aussi, d'une certaine manière, je suis d'accord, il y a un truc très, très morbide, en fait, notamment, ça se voit beaucoup dans la série. Ce côté laisser aller, etc., jusqu'à un extrême, se dire il y a des moments où je suis tenté de me laisser crever, enfin voilà. Getty qui nous dit Ken Kojandi, j'aime beaucoup leur prod, mais j'ai un peu de mal avec leur personnalité. Oui, oui, je peux comprendre ce positionnement-là. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans la prod de Navo Ken Kojandi, c'est qu'il y a il y a un foisonnement d'idées et ils se donnent les moyens et ils ont la chance aussi d'avoir des financeurs qui leur donnent les moyens pour que ça soit très léché et assez intéressant formellement parlant. Donc Gabora qui me dit qu'il est complètement d'accord avec ce que je disais sur Gad Elmaleh, donc il a beaucoup fait rire dans les premiers spectacles, bah, c'est pareil. Et j'ai l'impression que ce sont les seuls spectacles où le texte est écrit pour lui et non volé à d'autres. Oui, au-delà du scandale Copy Comics, hein, franchement, moi bien avant Copy Comics, j'ai eu ce même seuil des deux premiers spectacles et où après ah, il y a peut-être une petite saute, excusez-moi, je le disais, et où après, voilà, les spectacles suivants, très très, plus que laissés à désirer. Et Gaborak qui complète en disant, on a en France un héritage seul en scène aussi de sketchs uniques, sans forcément de lien entre les sketchs, et c'est assez dommage que ça se perde, parce qu'on a eu des perles. Oui, la chauve-souris enragée, ouais, effectivement, qui était écrite je crois, par Pierre Palmade, si je dis pas de bêtises. Le Scrabble, ouais, ouais, ouais. Le téléphone érotique, Gérard Bouchard, tout à fait. Oui, oui, je suis vraiment d'accord avec toi, au-delà du côté où très souvent le passé n'existe pas et on est érigé en mode ringard. Alors oui, effectivement, Jean-François Derek, je t'avoue qu'à part son spectacle, enfin le truc le sketch du téléphone érotique, je suis pas dingo, mais même d'autres personnes, hein, qui ont un peu viré, soit réac, soit sur d'autres choix de carrière. Je pense à Marc Jolivet,
avec son spectacle, son sketch du Digicode. Enfin voilà, il y a plein d'exemples. Après, il y a eu des virements de carrière très différents. Il y a eu un Dupontel qui a commencé en seul en scène et puis qui a fini plus au cinéma. Mais après, ça dépend. Est-ce que les gens ont un vrai potentiel d'acteur? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Yeti qui nous dit, bon, en tout cas, je suis très heureux, hein, c'est très dynamique au niveau de la discussion, et puis probablement que sur le podcast qu'on vous proposera dédié à la comédie, probablement que je pense que vous serez très actifs comme ce soir. Yeti qui nous dit, oui, pour Gaspard Proust, c'est pour ça que je dis uniquement son spectacle et non en dehors, mais je crois que même dans le cadre du spectacle, hein, il y a un moment, moi, il y a un moment, ça me fatigue, enfin, ou alors il faudrait que ce soit des formats beaucoup plus ramassés. Mais un spectacle classique, genre 45 minutes, 1 heure, pour moi, Gaspard Proust, c'est trop. C'est pour ça que j'aimais bien quand j'ai découvert, parce que c'est des trucs un peu ponctuels. Il jouait aussi, il cassait le rythme chez Ruquier à l'époque. C'est pas difficile, tu me diras, hein, de casser le rythme chez Ruquier, mais voilà. Dernier podcast de Kian Fontray, passez-moi l'expression masturbation. Bah, ça, après, le truc cercle fermé, moi j'ai. Alors, c'est pas pour les défendre, hein, mais il y a deux réalités, c'est-à-dire, je pense qu'ils s'en cachent pas. Implicitement, je pense que tu dois penser à un bon moment qui est leur format vidéo, enfin podcast et vidéo. On va dire, c'est un bonus promo de leur spectacle, hein. Ils s'en cachent pas, ils ouvrent et ils ferment l'émission par ça. Donc en soi, moi je me dis quitte à faire une promo, autant que ce soit fait de manière plutôt chouette, où il se trouve une excuse pour se retrouver. Après la dimension cercle fermé, je te dirais oui, mais je te dirais pas moins que dans nos cercles à nous, tu vois. Honnêtement, moi je le fais par enthousiasme, j'ai aucun scrupule à le faire, mais quand je fais régulièrement de la promo pour les copains en podcast ou pour les vidéastes et tout, j'ai envie de dire, on est tellement à leur échelle, à eux aussi, hein, ça reste des petits cercles, mine de rien. Dernier petit. Oui, ah bah ça me fait plaisir, Sushi, que tu parles de Selig, parce que il est un peu rangé dans la case, je trouve, justement un peu ringue, mais je trouve qu'il y a des perles, notamment le J'ai gagné au loto, et puis avec son fameux frère, dont j'oublie le nom, mais non, non, c'est un truc que j'aime pas trop, c'est pour ça que je parlais un peu de côté un peu névrolol tout à l'heure, et qu'aujourd'hui, bah, il y a droit de citer plus que pour certains humoristes. Bon, après, chacun arrive à vivre et à avoir son canal de diffusion, hein. On va dire, il y a le gros qui va exister principalement chez Mouloud Achour, entre autres, hein. Je parle pas que de lui, hein, mais il y a quand même, notamment avec le rendez-vous solo avec Sulo, qui est très dans l'entre-soi aussi, hein, si on reste là-dessus aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas. On retombe avec les mêmes personnes, il n'y a pas beaucoup de prise de risque chez les invités à ce niveau-là. De la même manière, sinon il faudrait, j'ai envie de dire, taper de la même manière chez Kian Kojandi et Navo à ce niveau-là. Tu vois, mais c'est pareil, hein, on pourrait dire pareil pour Achour et pour les gens qui font des émissions. C'est quelque part, ça peut se comprendre, hein. C'est vrai que c'est un truc qui demande du temps d'aller chercher des émissions, des personnes qui sont pas visibles et de dire tiens, j'ai invité telle personne parce qu'il faut trouver aussi un équilibre entre la fréquentation et que ton format soit à leur niveau, en tout cas un minimum viable. Moi, à titre perso, il y a un peu moins l'enjeu, mais en général, je suis pas dans un calcul de me dire je vais inviter un tel, une telle, parce que ça va faire du clic, mais je vais être tout à fait franc. Si la personne, j'y pense, et que le fait est que cette personne-là a une certaine notoriété, je ne vais pas être faux cul, hein. Je serais vraiment pas mécontent que ça puisse se faire découvrir, tous les gens qui bossent dans Dead Podcast puissent avoir de la visibilité grâce à ça par effet collatéral, quoi. Euh, voilà, c'est ça, son beau-frère, ouais, ouais, ouais. Oui, 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 le déménagement, c'est. Mais voilà, j'aime pas cette dictature. Alors, on a complètement dévié de Mark Maron, dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave, et c'est tant mieux. C'est aussi toute la saveur du live. Mais j'aime pas, voilà, cette dictature du côté cool, très jeunisme. On n'a pas beaucoup de vieux, en fait, en France.
ça me saoule un peu dans le parterre d'humoristes. Ça reste très, très trentenaire, quoi. Enfin bref, je continue avec vos commentaires, c'est super, c'est très très interactif. Gaborak dit, je connaissais pas du tout ces ligues, je le mets de côté. Ouais, c'est un univers si tu rentres dedans. Alors évidemment, mais quand je dis ça, c'est facile. Hein, faudrait arriver à les écrire, faudrait arriver à avoir sa carrière. Hein. Tout n'est pas supra subtil, mais voilà, il s'est vraiment créé un petit univers comme ça de petits critiques de scénettes de la vie de tous les jours et surtout de vie en famille et de gens qu'on doit supporter. Et, voilà. Enfin, c'est moi, je trouve que par aspect, ça marche beaucoup, ce côté vignette de personnage. Euh, ouais, c'est pas mal du tout. Je reviens donc à Mark Maroon avec son spectacle Too Real. Alors, il y a une chute de la qualité de l'image. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous, ou est-ce que c'est uniquement de mon côté. Je vais rafraîchir comme ça, je pourrais voir ce qu'il en est. Bref, non, j'ai l'impression que c'était momentané. Alors je regarde, excusez-moi, c'est un peu Inception, que je perde pas vos... Oui, alors Chantal là-dessous, c'est vrai que c'est encore un autre délire. C'est encore un autre délire en termes de personnages. Je suis un chouille moins réceptif. Si je devais aller du côté de l'ancienne garde, je serais plus Muriel Robin. Même si je parle vraiment des très anciens spectacles, je pense notamment à l'addition, je pense à ce qu'elle a fait aussi en duo, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qu'elle a fait en duo avec Guy Bedos, qui était très très chouette. Donc voilà. Je reviens et puis après on continuera de discuter, mais n'hésitez pas à imposer vos idées en flux tendu, que ça vous coupe pas dans vos associations. Donc Mark Maroon, le spectacle Too Real, que je recommande très fortement dans ce côté assez métaphysique, et puis je dirais, ce fil rouge, je ne sais pas combien de temps il me reste, sous-entendu, voilà, de manière un peu anxiogène, ou au contraire, de manière d'une certaine légèreté, parce qu'il termine avec beaucoup de légèreté, dans le sens où on a des enchaînements, on se dit, mais je sais pas quand est-ce que je vais finir, quand est-ce et comment je vais finir ma vie, est-ce que ça va être de manière lamentable, est-ce que ça va être triste et tout seul, et il a une fin de spectacle, je me retiens de vous la révéler, mais elle est assez exceptionnelle. Elle est d'une drôlerie et d'une légèreté assez chouette. Mais c'est un revirement sur l'idée. Est-ce que je vais finir tout seul dans un truc très 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 déprimant, on va dire, et en fait, non, pas vraiment, c'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Je vous recommandais aussi tout à l'heure, donc avec Three Mics, euh, Neil Brennan, qui est très intéressant parce que la proposition des trois micros, c'est trois micros, trois ambiances, et il y a littéralement trois micros sur scène. Donc il alterne et sa proposition de base je trouve est très subtile et il y a une vraie mise en danger et il explique que justement pendant des années il s'est pas mis en danger parce qu'il n'a fait qu'écrire. Il disait qu'il était très à l'abri parce qu'il a fait qu'écrire et que en gros c'est des gens qui éventuellement interprétaient son texte tout au plus. Donc on a une petite saute peut-être du live, je vais répéter ce que je disais. Donc Neil Brennan qui a vraiment fait une vraie prise de risque, qu'il a toujours été à écrire ses spectacles, et que là, il a pris le risque de se dire, bah voilà, je vais monter sur scène, c'est pas le même délire, c'est un autre exercice, et puis voilà, il le fait à une période de sa vie, il le fait pas genre à ses 25-30 ans, quoi, il le fait à ses 30 plus, quadra, probablement, je sais pas son âge, voilà, bien tassé. Donc il y a un truc très, très intéressant, je trouve, dans la prise de risque qui est beaucoup plus poussée et où en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore plus une culture du jeunisme qu'autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous regardez l'essentiel des Netflix specials français, bon, pour l'instant, il n'y en a pas des tonnes, mais c'est plus des jeunes gloires. Il y a eu quelques petites tentatives avec justement, je crois, Gad Elmaleh. Mais là, c'est Fadili Camara qui est mise en avant, c'est Blanche Gardin, voilà, c'est quand même plutôt une jeune garde. Farid,
évidemment. Voilà. Yeti qui disait je pense qu'on a pas mal de vieux comiques en France, mais ils ont tendance à plonger dans le réac. Il y a de ça aussi, mais je pense que aux États-Unis aussi, hein, c'est simplement qu'on a moins les casseroles au cul. Il y avait un des acteurs, j'ai oublié son nom, mais un des acteurs de Seinfeld qui faisait du stand-up aussi, et qui s'était fait un peu recadrer pour une blague un peu pas drôle, un peu réac sur les bords, qui jouait le personnage de Kramer. Ouais, c'est pas. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de réac aussi aux États-Unis, c'est simplement qu'on est moins courant. Mais c'est vrai que les plus âgés sont peut-être ont pas mal de casseroles au cul, mais moi je raisonne toujours dans l'idée qui n'en a pas, quoi. Et puis l'autre problème aussi du fameux on peut pas rire de tout avec on peut pas rire de tout, ou on peut rire de tout avec mais pas avec n'importe qui, enfin bref. C'est que le souci, c'est qu'on en arrive à un point où ce ne sont que des procès d'intention. Ça ne veut pas dire qu'il faut amoindrir le contenu et le discours de certaines blagues, surtout quand ça se répète. Tu vois, tu m'entends, cinéma français. Tu m'entends, qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu. Mais en tout cas, il faut simplement être vigilant, quoi, et puis faire le tri. Gabora qui me dit Mark Maron a une maladie pour dire ça, ou c'est juste publiquement. Non, pas l'acteur qui joue George Constanza, celui qui joue Kramer. Pour Mark Maron, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je pense que c'est entre guillemets un simple mal-être existentiel, de névrosé, si, pour le dire vite. Mais non, je pense pas. Je pense que c'est simplement son talent qui lui fait vraiment saisir les choses, et les ressortir aussi bien sur scène, tout simplement. Oui, je vous avais dit, donc il y a un second spectacle que je vais quand même vous illustrer, mais sur lequel je ne vous dirai rien, parce que on va potentiellement en parler sur un podcast à l'avenir, et donc j'aimerais pas manger justement sur le spectacle. C'est son dernier Netflix special qui s'appelle End Times Fun. Donc encore une fois, on est vraiment, ne serait-ce que dans le titre, on est dans quelque chose, voilà, de se dire, là on fait un constat, et celui-ci particulièrement, je rentrerai pas dans le détail comme promis, mais il est presque en écho avant l'heure au confinement, c'est-à-dire c'est très crépuscule des idoles, c'est très remettons un peu à plat tous ces trucs dont on se marre, toutes ces certitudes, tous ces soi-disant mythologies. Ne les faisons pas disparaître, ces mythologies-là. Ça veut pas dire le fameux classique et la tendance un peu. Yeti parlait de réac, c'est pas jeter à tout prix bébé avec l'eau du bain, mais voilà, on a des nouvelles mythologies. Qu'est-ce qu'elles représentent et qu'est-ce qu'elles disent de nous? Voilà. Et essayons d'en rire un peu. Et je trouve que Mark Maron fait un peu beaucoup ça dans son dernier stand-up. Et puis, et je terminerai là-dessus parce qu'on a eu une discussion très riche et j'espère qu'on va continuer sur cette même veine. Vous rappelez que Mark Maron joue dans la sublimissime et obligatoire série, là je fais un